Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines. Vous êtes porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes royaliste? Je ne suis pas royaliste, je suis républicaine. Parce que finalement, on se demande un tout petit peu quand même, avec tous ces symboles que choisit le président et encore son anniversaire qu'il a choisi de fêter dans le cadre du château de Chambord, s'il n'aurait pas préféré être roi. Je crois qu'il a été élu. Il a été élu par les Français, donc il est président de la République. Après, il a le droit, comme tout à chacun, de louer un gîte pour fêter là où bon lui semble son anniversaire. Ce qui change par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé, c'est que c'est pas fait avec des deniers publics. C'est lui-même qui paye, là où, en général, certains présidents le fêtaient à la Lanterne, qui est une résidence à la fois royale et devenue présidentielle. Mais en général, c'était avec des deniers publics. C'est ça qui était choquant. Non, simplement dans les symboles qu'il choisit, on sent bien qu'il joue en permanence un peu les deux, et cette carte aussi du président monarque. Moi, je pense pas. Qu'il y a une espèce de phénomène de cour qui s'installe auprès du président de la République. Malheureusement, c'est ce qui se passe régulièrement. La question, c'est... Et là, vous le constatez aussi. Non, mais est-ce qu'on a un président de la République qui cherche à le susciter, comme ça a pu être le cas? On s'en souvient, par exemple, avec Nicolas Sarkozy. Moi, je pense pas que le président de la République suscite ça. Je pense qu'il est en train, justement, d'essayer de moderniser un certain nombre de choses, d'ouvrir, par exemple, beaucoup plus l'Élysée par rapport à ce qui pouvait préexister. Ça se ressent aussi dans ces codes-là. Après, encore une fois, qu'il fasse un choix qui est d'aller dans un lieu qui est un lieu patrimonial important pour la France, mais en plus avec ses deniers personnels dans un gîte que tous les Français peuvent louer, j'ai du mal à comprendre le bien fondé de la polémique. Ça va lancer une mode de Chambord. Sans transition, et le contraste est effectivement saisissant, parlons de l'immigration. C'est à la une du journal du dimanche aujourd'hui. C'est l'un des dossiers très importants sur lesquels le président est en train de choisir sa doctrine. Ordre a été donné aux forces de l'ordre de faire en sorte que les campements ne puissent pas se reconstituer. Et le résultat, c'est que depuis plusieurs jours, eh bien, les forces de l'ordre se retrouvent à lacérer les tentes des migrants ou à supprimer les duvets des migrants. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Sur l'immigration, on doit distinguer deux aspects. Et c'est ça que dit le président de la République et le ministre de l'Intérieur. On doit distinguer l'immigration, qui est l'immigration économique, et la question du droit d'asile. Et d'ailleurs, dans le journal du dimanche, il y a le président de l'OFPRA qui s'exprime justement sur le fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien accueillir, bien intégrer ceux qui relèvent du droit d'asile. Le président de la République l'avait dit pendant sa campagne. Je pense que ça avait été quelque chose de très moteur d'ailleurs, qui avait permis à beaucoup de Français de le rejoindre, qui était qu'on avait un devoir d'exemplarité sur l'accueil des réfugiés. Mais de lacérer les tentes, enlever les duvets, est-ce que vous trouvez que c'est exemplaire en termes d'accueil ? On a créé et on est en train de créer plus de places dans les centres d'hébergement d'urgence, notamment pour les réfugiés. C'est ça qui est important, c'est que les personnes qui méritent d'être accueillies puissent être accueillies dignement. On n'est pas accueilli dignement quand on est dans un campement qui est sauvage, un campement où vous-même, vous n'êtes pas en sécurité, un campement qui peut créer aussi des problèmes de sécurité pour les riverains. Donc vous n'êtes pas dans un accueil digne, vous n'êtes pas dans une manière efficace de traiter ce problème qui est celui de l'accueil digne des réfugiés. Donc il faut qu'il y ait plus de places en centre d'hébergement d'urgence, il faut réduire les délais d'instruction du droit d'asile, c'est tout l'objet, enfin l'un des objets principaux de la future loi que nous aurons à étudier début 2018. Mais vous m'avez pas répondu quand même sur les faits. C'est-à-dire que vous me dites que c'est pas digne d'être en campement, je veux bien le croire. Mais est-ce que ça l'est davantage quand on enlève les duvets ? Moi, je ne veux pas qu'on ait en effet des campements sauvages qui puissent se créer partout. Parce que où est l'État quand on a des campements qui se créent partout ? Où est l'État quand Porte de la Chapelle, on a des centaines de personnes? Et donc, une des manières de supprimer ces campements, supprimer les campements, c'est de les rendre encore plus indignes. Supprimer les campements, c'est faire en sorte que ces personnes qui méritent d'être accueillies puissent l'être et qu'il y ait plus de place dans les centres d'hébergement d'urgence. C'est pas qu'on les laisse à la rue, dans le froid, dans une insécurité pour ces personnes-là, dans une insécurité pour les riverains. Ça, c'est pas digne. Donc c'est une forme de cruauté pour finalement les chasser de cet endroit-là dans lequel ils ne sont pas bien. Il n'y a aucune forme de cruauté. Déjà, moi, je n'attaquerai pas les forces de l'ordre. Elles sont dans un état de tension qui est extrêmement important dans le pays. La stigmatisation des forces de l'ordre et des forces de sécurité, vous la trouverez jamais chez moi, parce que je pense que ça n'est pas à la hauteur aussi de ce qu'on est en train de vivre. S'il y a à un moment des manquements, ces manquements feront l'objet d'enquêtes internes et seront, je l'imagine, là, je ne dis pas du tout que c'est les forces de l'ordre. C'est des ordres qui leur sont donnés. Donc, il n'y a aucune circulaire du ministre de l'Intérieur qui dit
qu'il faut lacérer je ne sais quelle tente ou quel duvet. Ce n'est pas ça qui est dit par le ministre de l'Intérieur. Ce qui est dit, c'est qu'il faut qu'on puisse créer plus de places d'hébergement d'urgence au bénéfice justement des réfugiés qui méritent d'être accueillis dignement. Mais on ne fera pas croire qu'on accueille dignement en les laissant errer, en les laissant dans la rue, en les laissant dans des tentes. C'est pas comme ça que la France doit accueillir les réfugiés. Les associations d'hébergement, justement, et notamment le Secours catholique, Médecins du Monde et Emmaüs, se disent extrêmement en colère. Elles ont eu une réunion avec Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur, dont elles sont parties en claquant la porte. Elles disent justement que plusieurs choses ne sont pas faites en termes d'hébergement et que surtout on leur demande de faire le tri entre les migrants. Et elles disent accueillir, on doit le faire sans faire le tri. Mais il n'y a aucun tri qui est demandé. Déjà, dans cette fameuse réunion, il y a eu une forme de mise en scène aussi qui a été réalisée par certains. De la part des associations ? Oui, je pense, de la part des associations. Il y a la moitié des associations, en effet, qui est partie, puis il y a la moitié des associations qui est restée et qui a eu ce dialogue avec le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur la question des centres d'hébergement d'urgence, il y a un droit qui est un droit inconditionnel en France, à ce qui s'appelle la mise à l'abri, la mise en sécurité. C'est-à-dire qu'en effet, quand vous êtes dans une situation de danger, quand vous êtes à la rue, on ne vous demande pas en France quelle est votre carte de séjour, votre pièce d'identité, votre nationalité. On ne fait pas le tri, ni hier, ni demain. En tout cas, pas avec ce gouvernement. Il n'y aura jamais de tri. C'est vraiment l'inconditionnalité de la mise à l'abri. Donc ça, c'est toujours assuré. Et ça a été dit de manière très claire. Ce qui a été dit également, en effet, c'est une circulaire qui a été mise en place avec Jacques Mézard, qui est le ministre en charge de la cohésion des territoires et aussi du logement, qui est de dire il faut aller voir quelle est la situation administrative des gens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mis à l'abri, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sécurisés, mais le fait d'être mis à l'abri, ce n'est pas un ticket automatique pour ensuite bénéficier d'un titre de séjour. Donc c'est juste ça qui a été dit. Alain Juppé lui-même, vous étiez très proche d'Alain Juppé, se dit inquiet. Il signe aujourd'hui même dans Le Monde une tribune dans laquelle il dit il y a urgence. Cette tribune, elle dénonce les dispositifs d'hébergement qui sont justement insuffisants et complètement saturés. Les maires de France se disent extrêmement inquiets. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'on a besoin d'arriver à la fois à répartir... Mais visiblement, ils ont le sentiment que pour l'instant, le gouvernement ne leur répond pas. Bah, écoutez, puisqu'ils ont besoin de faire une tribune dans la presse, vous voyez. J'entends qu'ils fassent une tribune et qu'ils interpellent. Je sais qu'Alain Juppé a mis en place une politique à Bordeaux qui fait que justement, on a un accueil des migrants qui se passe bien parce qu'il a pris le temps aussi avec sa population et il l'a souvent expliqué de permettre que ce soit possible. C'est bien ce que je vous disais. On a besoin d'avoir plus de place pour l'accueil des réfugiés dans les centres d'hébergement. Et c'est ce qui a été demandé par le ministre de l'Intérieur. Et il a également demandé, il a été maire de Lyon longtemps, donc je pense qu'il est très soucieux aussi de la manière avec laquelle les choses s'organisent avec les différentes collectivités, notamment les maires, et bien que ce soit réparti sur le territoire. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une charge sur une commune plus qu'une autre, mais que ce soit réparti, parce que c'est aussi ça qui est important. Si on veut qu'il y ait une intégration qui soit facilitée, il faut aussi la permettre localement. On va parler évidemment de ce qui se passe à droite, mais je voudrais qu'on parle de Notre-Dame-des-Landes. Ça va être l'un des grands dossiers des prochaines semaines. Emmanuel Macron a promis qu'une décision serait prise en janvier. On se demande évidemment laquelle, mais si on écoute ce que disaient Édouard Philippe et Emmanuel Macron les derniers mois, honnêtement, il n'y a pas vraiment de questions. Écoutez ce que disait Édouard Philippe en octobre 2016. Et ce qui est terrible dans l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, c'est le délitement du mécanisme de prise de décision dans une démocratie et dans notre République. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut y aller. Alors j'espère que le gouvernement, qui est souvent dynamique et carré dans ses expressions, le sera dans ses actes. Le gouvernement désormais, c'est lui, donc il va y aller. Je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a d'abord la ZAD, qui est une occupation illégale, et pas avec des gentils écologistes. C'est des gens qui sont pour certains dangereux. Ça a encore été montré, d'ailleurs, le JDD montrait un certain nombre d'images d'organisation, de structuration. Où ils préparent, voilà, exactement, c'est le bon terme, une guérilla, c'est-à-dire ils attendent en effet les forces de sécurité, avec beaucoup de violence vraisemblablement dans cette préparation. Donc ça, il y a l'occupation qui est une occupation illégale, et il y a d'autre part la question de la construction de Notre-Dame-des-Landes. Et je pense qu'il faut distinguer les deux sujets. Parce que moi, je ne connais pas précisément le sujet, mais je sais juste qu'il est plus âgé que moi. Ça fait plus de 40 ans maintenant qu'on a le projet de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que le projet, dans la définition qui a été la sienne il y a des dizaines d'années, elle est toujours pertinente, efficace, utile? Ce que je veux dire, c'est que Édouard Philippe, pour le coup, quand il en parle, il est très clair. Je veux dire, il ne dit pas il faudrait réfléchir à... Il dit il y a eu un dossier, il a été analysé, il y a eu un vote, il a décidé, ce vote, que l'aéroport devait être fait, donc il faut y aller.
On a demandé un rapport, justement, qui a été rendu. Le rapport n'était pas pour dire s'il fallait y aller ou pas. C'était pour refaire un point sur la situation. Mais oui, mais parce que c'est important. C'est-à-dire plus personne n'a de recul sur cette situation. C'est systématiquement des positions qui sont extrêmement polarisées. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'il faut qu'on distingue les deux situations. On a d'une part une occupation qui est une occupation illégale, insupportable, qui crée des troubles à l'ordre public majeurs. Le centre de Nantes qui est régulièrement saccagé. Et on a Notre-Dame. Vous parlez de la décision, oui ou non, de faire l'aéroport. Et vous dites, on a des réactions très polarisées. Parce qu'effectivement, c'est probablement un des sujets sur lesquels on ne peut pas faire du et en même temps. C'est-à-dire que là, il va falloir choisir oui ou non parce qu'on fait l'aéroport. Clairement, on ne va pas pouvoir faire oui et non pour un aéroport. Ça me paraît assez évident. Donc c'est normal que ce soit polarisé. Mais quand on écoute l'actuel Premier ministre, il est très clair, il dit oui. Mais ça nécessite aussi qu'on puisse prendre quand même du recul. Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on prend du recul. Ça fait 40 ans que ce sujet est là et ça fait 6 mois que nous, on est en responsabilité. Il y a tout de suite un groupe d'experts qui a été mis en place et le président de la République qui dit dès janvier, je trancherai. Nous, on ne va pas se défausser, on ne va pas se défiler. Les gouvernements successifs se sont quand même défilés régulièrement sur le sujet. Le président de la République a dit, lui, clairement, qu'en janvier, on connaîtrait la décision de l'État sur la question de Notre-Dame-des-Landes. On en reparlera bien sûr dans un instant, notamment avec Brune Poirson, en charge en particulier de ce sujet. Votre ancienne famille politique, qui désormais a un chef, Laurent Wauquiez. On sait bien, parce que vous n'avez pas fait mystère, que c'était pas forcément tout à fait votre choix et que c'est une des raisons pour lesquelles vous étiez parti. Quand Édouard Philippe, justement hier, alors qu'il était au congrès du MoDem, dit, je le cite, « La gauche se gauchise, la droite se droitise. Pendant ce temps-là, nous avançons ». J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est pas au fond votre faute si la droite se droitise? C'est-à-dire, en partant, tous les modérés, vous ne laissez forcément sur place que les plus caricaturaux. Mais moi, j'ai fait un constat qui était que de toute façon, les modérés n'avaient pas voix au chapitre au sein des Républicains. Les centristes ont été mis à la porte, les libéraux ont été mis à la porte. C'est pas juste qu'on a considéré qu'il fallait partir. On a considéré qu'il fallait partir parce qu'on n'avait plus notre place intellectuellement, idéologiquement dans ce mouvement. Et l'élection de Laurent Wauquiez, elle est finalement la conséquence logique, naturelle du rétrécissement progressif de la droite. Il ne parle en effet qu'à une partie des électeurs de droite, à une droite qui est une droite identitaire. Et quand on voit d'ailleurs l'équipe qu'il a mise en place, j'ai regardé avec attention le nouveau bureau politique, l'équipe dirigeante des Républicains, à une exception près, il n'y a que des gens qui l'ont soutenu. L'exception, c'est celle qui est le plus haut dans la pyramide. C'est Virginie Calmels, qui était une de vos proches. Elle était en ticket avec lui pour cette élection. C'est-à-dire quand on vient d'être élu patron d'un parti politique, on a deux choix. Soit on travaille qu'avec les siens, soit on rassemble au-delà de soi-même. Il a fait le choix de ne travailler qu'avec les siens. Mais Virginie Calmels, c'était pas les siens au départ. Elle avait tout à fait le même profil que vous en termes d'état d'esprit, de façon de vivre la politique. Et elle a fait le choix de rester. Au contraire, vous pourriez vous dire, tant mieux, c'est peut-être un garant du fait qu'il ne se radicalise pas tant que ça. Mais comment on peut être un garant quand on se retrouve en étant en effet libéral avec, en deuxième vice-président, quelqu'un comme Guillaume Pelletier? Sûr, on n'a pas besoin d'avoir de... Qui lui a été proche du Front National. Qui a pas juste été à la tête des jeunes Front National. Qui a été au Front National, qui est même parti chez Gollnisch après, qui était encore plus à droite, à l'extrême droite que Jean-Marie Le Pen. Donc c'est quoi la place? Est-ce qu'à un moment c'est occuper un poste ou c'est influer sur la ligne politique? La ligne politique entre ce que dit Laurent Wauquiez sur la question sociale, sur la question migratoire, sur la question européenne, ce que dit Guillaume Pelletier, je ne vois pas vraiment l'espace politique qui reste pour les centristes et les libéraux. Pour vous, elle est perdue, la droite, là, ça y est, la droite de Wauquiez? Je ne sais pas si elle est perdue, en tout cas elle s'est rétrécie, elle s'est rabougrie et elle correspond à une droite qui est pour moi une droite identitaire et en tout cas qui n'était pas la mienne. Un mot sur la question de la laïcité. Pourquoi il est si prudent sur ces questions-là ou si silencieux sur ces questions-là, Emmanuel Macron? Il ne l'a pas été. Il ne l'a pas été ni pendant la campagne présidentielle notamment, parce que c'était un sujet qui était évidemment important. Il dit simplement qu'à un moment, c'est un principe républicain et qu'il faut juste faire respecter ce qu'est ce principe. Moi, ce qui me gêne quand on parle, qu'on a des débats sur les questions de laïcité, c'est que systématiquement, on ait besoin d'accoler des qualificatifs à la laïcité. La laïcité, elle n'a pas à être apaisée, ouverte, positive. C'est juste la laïcité. Et c'est un principe d'organisation politique qui nous permet de vivre ensemble et qui est essentiel à réaffirmer. Il y a eu cette semaine une polémique autour de Rokhaya Diallo, qui est cette féministe engagée aussi sur les questions justement de racisme, de laïcité. Mounir Mahjoubi l'avait fait rentrer au Conseil national du numérique et puis finalement sortir. Est-ce qu'elle y avait sa place ou pas?
Je pense que quelqu'un qui parle de racisme d'État, quelqu'un qui défend l'idée qu'on ait des camps non mixtes entre ceux qui seraient racisés et les autres, n'a pas sa place dans un organisme qui dépend de l'État. Et je pense que c'est une décision sage qu'elle n'y siège pas finalement. Et pourquoi vous aviez été la chercher alors du coup ? Moi, j'ai pas été la je veux chercher. dire, En Marche, et certains Marie Eklund, qui est la présidente du Conseil national du numérique, a peut-être jugé qu'il était opportun qu'elle y soit. Qu'à un moment, le gouvernement ait un droit de regard sur ces nominations me paraît logique. Et encore une fois, quelqu'un qui parle de racisme d'État, pour moi, n'a pas sa place dans ce type d'organisation. Donc la décision qui a été prise est la bonne pour vous ? Pour moi, elle est bonne, oui.